Bonjour à toutes et à tous et bon réveil dominical. Bienvenue sur l'invité. L'invité pour lequel ce dimanche je reçois pour vous, chers amis internautes, Agapit Napoléon Maforican. Il est journaliste et juriste de formation. Il est ancien président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, UJPB. Il est ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC. Il est ancien rapporteur de l'autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC. Il est expert électoral, actuel directeur de E-Télé et du groupe de presse Le Matinal qui comprend le quotidien Le Matinal et la radio Océan FM. Bonjour à vous, Agapit Napoléon Maforican, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes. Avec lui, chers amis internautes, nous essayerons de faire le tour de l'actualité. Nous allons parler de la gifle d'Emmanuel Macron et les enseignements éventuels qu'on pourrait en tirer. Nous parlerons de la cherté des denrées de première nécessité. Mais avant, chers amis internautes, nous allons essayer de commenter l'image de la Cour constitutionnelle du Bénin 3 ans après la présidence du président Joseph Diogbenou. Nous allons commenter également la restructuration de la Sonacop SA, la création du parti politique RLC de Ironia Gossa sera également au menu de cette émission. Nous allons parler également des déclarations de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui approuve la gouvernance du président Patrice Talon. Alors, le tableau synoptique de cette émission ainsi évoqué. Je reviens vers vous, Agapit Napoléon Maforican. Dites-nous, quelles ont été les émotions ou quelles sont les émotions qui vous ont animé lorsque devant votre poste télévision, peut-être devant votre smartphone, vous avez vu un citoyen français agresser le président de la République de la France? Écoutez, moi j'ai eu l'impression que les mêmes choses disons, les mêmes situations sont revisitées de temps à autre et se passent. Parce qu'avant Emmanuel Macron, on a eu des situations, soit tentatives donc, de tir, donc quelqu'un qui tente de tirer sur le chef de l'État, ça c'était sous Jacques Chirac, quelqu'un qui tente d'accrocher, de tirer, d'empoigner le président de la République, ça c'est sous Nicolas Sarkozy, quelqu'un qui lance des œufs ou des pierres ou des chaussures à un président de la République, c'est François Hollande ou George Bush Jr. aux États-Unis. Donc c'est comme si, disons, de temps à autre, c'est comme si c'était un phénomène cyclique. J'avoue que j'ai une petite surprise, mais pas vraiment de quoi mobiliser les médias toute la journée comme j'ai eu à constater. Pas de quoi mobiliser la journée comme vous avez eu à le constater, mais c'est assez grave de porter la main sur un chef d'État. Exactement, oui. J'ai pas envie de banaliser le phénomène, mais quand je le dis, c'est pour dire que c'est déjà symptomatique d'une société en crise. C'est déjà symptomatique parce que le cordon sécuritaire quand même d'un président de la République n'est pas n'importe quoi. Et même si on a pu constater que le dispositif était allégé, c'est quand même osé, c'est quand même audacieux, c'est quand même téméraire d'aller, de rentrer dedans comme ça et d'agir comme on a agi. Parce qu'en ayant agi, ailleurs on aurait abattu Justement, beaucoup de commentateurs disent cela, que ça aurait été en Afrique que tout de suite il aurait été abattu. Est-ce que vous pensez effectivement qu'en Afrique, la garde présidentielle a la gâchette facile? Non, c'est une caricature. Je ne sais pas si c'était en Russie, il serait encore là. Je ne sais pas si c'était en Turquie, il y serait. Je ne sais pas si c'était en Grande-Bretagne même. Je ne sais pas. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. Je ne sais pas si c'était dans les Émirats arabes, s'il serait là. Donc, c'est une caricature de l'Afrique. Je pense que c'est vrai qu'en France, dans l'Europe occidentale, oui, il y a une sorte de maîtrise de soi sur cette question-là. Mais ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas la maîtrise de soi. Ça dépend du contexte, de l'environnement. Je suis convaincu que même en France, et même en Allemagne, en plein cœur, donc en plein moment où on parlait de terrorisme, où les gens allaient dans tous les sens, je suis convaincu qu'on ne saurait permettre au chef d'État donc d'aller jusque-là sans un dispositif suffisamment serré. Or, si le dispositif était serré autour de lui, personne ne peut avoir cette occasion-là pour passer outre le dispositif et atteindre le président. Je pense que c'est parce que ce dispositif a permis qu'il y ait d'intrus que ça s'est passé. Donc vous pensez que la faille vient du dispositif sécuritaire selon vous? Mais absolument, pour moi c'est clair.
C'est clair. Mais maintenant, que pensez-vous du fait que, puisque vous dites tout à l'heure que c'est pas une première, ça devient quand même assez récurrent, qu'un chef d'État français se fasse agresser ainsi. Est-ce quand même quelques anomalies de la démocratie française? Non, il n'y a pas d'anomalie. C'est que ça fait partie de. Je vous ai dit que c'est symptomatique d'une société en crise. Il y a crise des valeurs. Ça fait longtemps, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans déjà que cette crise se sent. Mais est-ce que les réponses qu'on y apporte à cette crise sont les réponses appropriées? Je ne sais pas. Lorsque vous voyez, quand le ministre français, Cazeneuve, descend aux États-Unis pour aller voir Twitter et Google et Facebook pour demander par rapport aux questions sécuritaires en France, parce que justement les djihadistes, les jeunes, les djihadistes recrutent à travers ces réseaux et des jeunes français sont impactés. Vous voyez quand même le niveau où on est descendu, où ils sont descendus, où ces sociétés, autrefois enviées, sont descendues. Lorsqu'un pays comme l'Algérie gagne, par exemple en France, une demi-finale ou je sais pas, c'est une quart de finale, et ça s'emballe dans la ville au point où des violences sont éclatées, des immeubles avec des édifices publics sont saccagés. Ça pose un problème de crise de valeur. Donc ce n'est pas ce dont vous parlez, c'est beaucoup plus une crise de valeur à mon avis. Mais avec de pareils actes, est-ce que les pays africains qui prennent constamment la France comme un modèle démocratique, est-ce qu'ils ont des leçons à en tirer? Le problème n'est pas la leçon à tirer par nos pays. Nos pays gèrent leurs questions sécuritaires. Je vous ai dit, ils ne viendraient pas aux Émirats Arabes Unis à quelqu'un de vouloir atteindre le roi aussi facilement. Il le sait que c'est assez risque et péril. Il ne viendrait pas en Russie à quelqu'un de ce genre de vouloir atteindre. Donc, il n'y a que le dispositif. L'environnement aussi impacte ce type de ces manifestations. C'est quand même pas à un Chinois que vous allez demander d'aller aux États-Unis, au siège de Facebook, pour pouvoir négocier un peu ou bien contrôler, demander aux gens de contrôler un peu les postes. Par exemple, je dis n'importe quoi. Mais donc, parce que la question sécuritaire prime sur beaucoup d'autres questions. Par ailleurs, les Français, les Européens, estiment qu'ils sont suffisamment civilisés pour que des questions de sécurité prennent le pas. Donc l'individu a plus de pas sur la société, sur l'institution. Et donc, on lui accorde tellement de latitude qu'il est presque difficile de l'embrigader. Donc, lors de ces sorties-là, parfois, quand Jacques Chirac a été élu, il s'arrêtait au feu. Le soir de sa victoire, il s'arrête au feu. Et puis après, on lui a dit non, c'est pas possible. Parce que la sécurité. C'est déjà, le président français quitte facilement le cordon protocolaire, donc qui est en même temps le cordon sécuritaire, qui lui assure, mais assure également aux populations une sécurité suffisamment sérieuse, parce que quand lui, sa vie est en danger, lorsqu'il y a des failles dans la gestion de la sécurité, il se peut que ça descende aux autres paliers et que d'autres membres, d'autres groupes sont impactés par les questions donc, de violence ou par la riposte. Voilà. Par la riposte. Alors, avant de fermer cette page, lorsque vous voyez un peu un chef d'État gifler comme ça lors d'un déplacement, est-ce que selon vous, cela ne rime pas au fait que les citoyens n'arrivent pas à mieux appréhender ce que représente véritablement le président de la République, puisque c'est en quelque sorte une humiliation, en d'autres termes? Non, humiliation, non. Pour eux, peut-être, c'est Emmanuel Macron, en intitulé personnel, qui a été agressé, mais quand même, la République a été agressée, là, avec ça. Et vous avez vu la condamnation, la République a été agressée, mais bon, n'allons pas non plus, ne jetons pas toujours de l'eau avec l'eau de bain avec le bébé. Il y a que, c'est un acte terroriste, c'est pire que ce dont nous parlons ici. C'est un acte isolé, on peut le dire, et d'un individu peut-être dérangé. Ou bien d'un kidam voulant se faire un nom. Donc, non, ne lui donnons pas cette manifestation plus qu'il n'en faut. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi les denrées de première nécessité ont connu une hausse de prix? Bon, je ne suis pas je ne suis pas du secteur de l'agronomie, ni spécialiste des prix, mais
Plusieurs facteurs, la rareté des pluies par exemple, peut plutôt expliquer cela. Il y a les travaux d'asphaltage, il y a le réchauffement climatique. Il ne faut pas l'oublier qui fait que nous n'avons plus la saison de pluie de la manière la plus rationnelle, cohérente qu'on l'avait avant. Donc le réchauffement climatique joue un rôle important. Par ailleurs, les cérémonies que nous faisons les week-ends font qu'on utilise les services de rainmakers, donc des gens qui empêchent la pluie. Mais une telle qui battrait cette telle, c'est de dire, mais au fait, et lorsqu'ils finissent la cérémonie, il y a quand même possibilité donc, pour la pluie de tomber. Mais lorsqu'on reste dans votre logique, lorsqu'on parle toujours des produits de première nécessité, dites-nous, Agapé du développement africain, est-ce que cela n'est pas peut-être dû également aux réformes qui ont été effectuées au niveau des CARDER et autres structures décentralisées? Vous savez, lorsque les gens parlaient de hausse de prix, je me disais que ce n'est pas là où on veut peut-être venir. Parce qu'en réalité, les prix ont toujours monté. Hein. Les prix ont toujours grimpé. Parfois avant la Ramadan, parfois pendant les fêtes de Tabaski, pendant ça. Par période cyclique, que les prix montent avec moins de polémique qu'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on fasse le débat, qui a fait son agenda, qui trouve aujourd'hui l'occasion pour faire passer l'idée que les denrées vont plus cher. Surtout que le chef d'État parle du hautement social. Ne l'oublions pas. Beaucoup relient le hautement social à cela et pour pouvoir, disons, médire, pour pouvoir l'utiliser comme mot de ralliement. Oui, voilà, ça c'est le ministère, le hautement social. Ça c'est le hautement social. Je pense que il y a quelqu'un qui a intérêt à soulever ce lièvre. Sinon, oui, les denrées connaissent une augmentation de prix. C'est dû à plusieurs facteurs. Agapit, lorsque l'on y voit de près et que l'État a décidé de prendre des mesures, est-ce que vous pensez que l'État doit subventionner les producteurs? Quand on parle comme ça, c'est comme si on isole un pan de l'activité. Lorsque l'État apporte des appuis aux plus pauvres, d'où viennent les moyens? Lorsque l'État satisfait en partie à un droit des travailleurs, d'où vient l'argent? L'État ne peut pas de manière continue s'endetter pour les biens de la population. Donc, il faudrait déjà que nous travaillions pour que les édifices, ce qui se met en place, le soient durablement pour que les moyens dont l'État se dote soient des moyens pérennes qui permettent donc de réaliser dans du long terme. Dans du long terme. Alors, nous allons passer à présent au sujet qui nous réunit également ce matin, la Cour constitutionnelle, son image, 3 ans après, sous la présidence du professeur Joseph Diaguinou. 3 ans après, quelle image vous reflète la Cour constitutionnelle du Bénin? Est-ce qu'elle est toujours digne? Elle est encore plus digne, à mon avis, que par le passé. C'est 3 années d'une petite révolution là-bas à la Cour constitutionnelle. Elle n'a pas été brutale, elle n'a pas été bruyante, elle a été douce d'ailleurs. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'on a vécu pendant longtemps, il y a audience. Lorsque vous envoyez une plainte, vous serez invité à défendre votre plainte. Vous pouvez faire recours aux avocats. Ça se fait en public, devant le public. Ça, c'est quand même une nette révolution par rapport à ce qui existait. Hein? Où les podcasts de décision, l'assemblée plénière se déroule à huis clos et donc ne connaît que la décision finale qui est prise. Je ne connais que la décision finale qui est prise. Alors, donc, selon vous, la Cour est encore plus que digne et que tout s'est passé sous le leadership du président Joseph Diaguinou? Oui, la Cour n'est pas, ce que j'ai dit, n'est pas que les réformes, c'est pas seulement ça. Aujourd'hui, la Cour est dans un niveau flambant neuf, par exemple, c'est pour améliorer le cadre de vie, de travail, le cadre de travail, surtout des cadres, enfin l'environnement de travail des cadres. Et lorsque vous travaillez dans un environnement sain ou assaini, vous êtes stimulé. Donc ça, on peut dire que ça aussi, ça fait partie des leçons, des grandes leçons à tirer de ces 3 années. Il y a aussi le repositionnement de la Cour.
la Cour s'est repositionnée sur ses fondamentaux, étant une Cour constitutionnelle créée par la Constitution, donc qui tire son émanation de la Constitution et étant advenue après les atermoiements que nous avons connus. Les 30 premières années ont été plutôt pour la logique d'interprétation large des mandats de la Cour. Et à un moment donné, on a l'impression que la Cour constitutionnelle était plutôt une Cour créatrice de normes de la Constitution. Une Cour au-dessus de cette Constitution-là. Et bien en face, on a eu quelqu'un qui n'est peut-être pas de l'école de cette année-là. L'école de ceux qui ont animé la Cour durant les 30 premières années, ou ceux qui les ont encadrés. Ceux qui les ont encadrés, mais lorsque il a été désigné par ses pairs, et lorsqu'il est devenu président de la Cour constitutionnelle, les gens estimaient qu'il pourrait avoir de conflits d'intérêts entre Joseph Diogbenou et sa mission, parce que par le passé, il a été garde des Sceaux du président Patrice Talon. On le connaît pour ses rapports très proches du président Patrice Talon. On l'a vu même battre campagne aux côtés du président Patrice Talon pour 2016. Il fait partie des avocats personnels du chef de l'État. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu conflit d'intérêts entre la mission républicaine qui a été assignée à Joseph Diogbenou et ce qu'il a eu à faire? Non, il ne peut pas avoir conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a eu conflit d'intérêt? Non, pour moi non. Pour moi non, il n'y en a pas eu, puisqu'il n'est pas interdit qu'un avocat officie à des fonctions publiques. Personne ne l'interdit. Il y a les interdits après avoir accepté les fonctions. Et donc, une fois étant au gouvernement, il est soumis à un certain nombre d'obligations qu'il a pu gérer, mais de gouvernement. À la Cour constitutionnelle, à mon avis, il n'y a rien. C'est deux niveaux différents. Donc, conflit d'intérêt, je ne sais pas à quel niveau. C'est avec le cabinet, l'avocat lui-même, ou c'est son passé au gouvernement. Et on parle de l'avocat du président Talon. Mais être avocat du président Talon n'empêche personne, ne doit empêcher personne à être dans le gouvernement s'il en a les talents et les qualifications. Or, personne n'a dit qu'il était médiocre. Personne n'a dit qu'il était incapable. Personne n'a dit qu'il manquait de lucidité. Donc, c'est un juriste qui a sa manière donc de lire la Constitution, d'interpréter la Constitution. Et il a l'avantage que l'institution comporte 6 autres membres qui sont peut-être dans la même direction que lui, ou bien quelques-uns peut-être qui ne le sont pas, mais il garde sa majorité et dans l'ordre, il peut faire ses réformes. C'est une question de vision en la matière. Et en la matière, on peut dire qu'il a cette vision et qui fait aujourd'hui que la Cour constitutionnelle a fait peau blanche, peau neuve, et donc apparaît désormais comme une institution, franchement, qui dispose des moyens de sa politique. De sa politique, donc, en quelque sorte, il est en train de relever le défi. Exactement, relever le défi. Il est en train de relever le défi. Mais alors, il pense que c'est le défi de l'efficacité qui est relevé. Parce qu'en réalité, si c'est le défi d'affirmation de soi, il n'en a pas besoin. Donc, ce qu'il faut saluer, c'est toute la Cour. C'est vrai que nous personnalisons beaucoup. Cour Diogbenou, Cour Olo, c'est toute la Cour qu'il faut saluer. Parce que c'est la conjonction, et le secrétaire général l'a dit, c'est la résultante des avis des uns des autres que finalement la décision est prise. Donc, elle mérite d'être félicitée. Elle mérite d'être félicitée. Alors, toujours dans le registre politique, que pensez-vous des déclarations de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui approuve la gouvernance du président Patrice Talon? Est-ce des fleurs à l'endroit du régime ou c'est l'expression de sentiments profonds? Bon, si on dit qu'il approuve, c'est comme si c'était une formalité, c'était une condition. On a besoin qu'il approuve. Mais qui est sidéré? Qui n'arrive pas à contenir peut-être son émotion face à un déferlement, à tant d'efficacité en peu de temps. Et ça, nous le disons toujours. Ce qui est important, c'est qu'également, il a salué l'hospitalité des Béninois. Quand il a sillonné le pays du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'était que bien accueilli et il a tenu à saluer la félicité des Béninois. L'hospitalité des Béninois. Alors nous restons toujours en politique, vous passez à un autre sujet.
féliciter l'hospitalité des Béninois, un peuple chaleureux, un peuple aimable, un peuple hospitalier. Je pense qu'il a dit ces choses-là. Alors, nous restons toujours en politique. Hier, samedi, il a été créé le parti RLC. Que pensez-vous de la création de ce parti politique? Est-ce que cela ne vient pas mettre un peu à mal la réforme du système partisan, où on avait pensé qu'avec cette réforme, on n'aurait pas quand même plus de 5 ou grand max 10 partis politiques? La réforme du système partisan n'est pas mise à mal, tout simplement parce que cette situation n'empêche pas les partis qui sont là de fonctionner. Ce qui va se passer, c'est dans le long terme que vous devez juger le processus. C'est-à-dire que les conditions pour créer les partis sont connues. Ça n'empêche pas qu'on ait 10, 20, 25 partis. Mais est-ce que 10, 20, 25 partis auront plus de 10% lors des échéances électorales? Non. Est-ce que 10, 20 ou 25 partis iront au Parlement? Non. Est-ce que 10, 20 ou 25 partis peuvent présenter des candidats à l'élection présidentielle? Non. Donc à terme et de manière progressive, les partis vont se libérer, les meilleurs resteront, les autres disparaîtront. Donc, ne pensez pas que la réforme du système partisan, c'est une potion magique pour mettre fin directement au système. Les anciennes habitudes existent. Elles ont la peau dure. Aujourd'hui, ces habitudes vont disparaître progressivement parce que les gens seront obligés. Vous avez parlé du parti qui se crée et qui s'est créé ce samedi. Alors, ce parti va se mettre en place. Maintenant, il faudra que ce parti puisse rivaliser avec les autres partis de son sillage pour pouvoir se donner une place sur le marché. Sinon, il va vivre comme les autres partis. Il va, comme une fleur, à vie éphémère. Il vivra, il va peut-être éclore, et puis après, il va être fané et disparaître tranquillement. Donc, c'est dire, il y a de la place pour tout le monde au départ. Après, ça se jouera au meilleur. Ça se jouera à l'occupation du terrain. Ça se jouera à qui travaillera le mieux pour avoir une assise nationale et gagner des sièges lors des élections. Voilà, donc, moi, je n'ai pas d'avis parce qu'au départ, j'avais mis un avis. J'estimais que, venant de l'élection présidentielle, la dynamique actuelle ne donne pas, les élections législatives, c'est dans moins de 2 ans. Et donc, on crée un nouveau parti aujourd'hui, il n'est pas évident. Mais il me semble que les initiateurs pensent qu'ils ont la main. Donc, je pense que la meilleure pour nous, la meilleure attitude, je veux dire, c'est de les surveiller. Et si nos interventions, ça et là, peuvent les conseiller, tant mieux. Mais on verra bien au-delà de 2023 ce qui se passera. Est-ce que vous pensez que René Agossa a le management nécessaire pour conduire un parti politique? René Agossa a eu le management pour conduire un mouvement étudiant en des moments difficiles. René Agossa a eu le management d'avoir des parrainages au moment où certains le refusent ou le négociaient à prix d'or, quelque part à côté de nous. Donc René Agossa a eu le management d'informer la direction de son parti que lui, il a le parrainage. Il n'a pas été écouté. Mais René Agossa a également 7 points qui lui a permis d'aller aux élections présidentielles. Donc, l'un dans l'autre, on ne peut pas dire qu'il manque de points, non, on ne peut pas le dire. Je pense qu'il a accepté volontiers d'être suppléant de Corentin Koé, comme il lui-même a dit, pour montrer sa bonne foi que lui ne penserait pas qu'à lui, mais lui, il était mu par le devenir de l'opposition et que c'est pour ça qu'il a postulé pour le pays. Donc, a priori, il a ce qu'il faut pour diriger. Mais ce dont on parle ici n'est pas ce qu'il faut pour diriger. Parce que vous pouvez rassembler pour diriger les vôtres. Mais il y a un parti politique, c'est la conquête du pouvoir et son exercice. Est-ce que ce parti est prêt à conquérir le pouvoir et à l'exercer? Est-ce qu'il dispose de personnalité de poigne? Là où la chose peut paraître un peu bizarre, c'est que aujourd'hui, avec la réforme, les personnalités de poigne sont rassemblées dans les unions, dans les blocs, dans les nouveaux partis. Donc les trouver n'est pas quelque chose d'aussi facile. Et peut-être que le parti restaurer la confiance aura peut-être des jeunes éveillés qui vont bouger. Et comme ils sont finalement fougueux, ils vont bouger
la galerie et peut-être, disons, occuper suffisamment le terrain pour faire la révolution rêvée par M. Agossa. Pour faire la révolution rêvée par le président désormais, Irénée Agossa. Alors nous sommes presque pratiquement à la fin de cette émission. Cette semaine, le Conseil des ministres a pris des décisions liées à la restructuration de la SONACOP-SA. Qu'est-ce que vous en pensez et était-il nécessaire de prendre de telles mesures? Je pense qu'il faudrait qu'on finisse avec ces mouvements, ces situations fâcheuses qui créent des préjudices à certains et irritent d'autres. Si le gouvernement peut, en tout cas en la matière, faire les choses à la régulière, faire en sorte que le Bénin gagne quelque peu encore dans ce qui reste à démanteler, ce serait pour la bonne cause. Ce serait pour la bonne cause. Alors, Agapit Napoléon Maforican, on voit quand même à travers vos chroniques être un ardent défenseur des actions du président Patrice Talon. Dites-nous, qu'est-ce qui vous rend si confiant, si admiratif dans la démarche du président Patrice Talon? C'est d'abord le style. C'est d'abord le style. Il est en pleine d'autorité. On sent que le chef d'État est sûr de son affaire. Et lorsque vous avez un homme qui est sûr de son affaire, il ne peut que gagner. Ensuite, il y a cette impartialité qu'il a démontré progressivement. En tout cas, dès qu'il a pris le pouvoir et jusqu'à la fin du premier quinquennat, on sent un homme politique impartial, ferme, rigoureux, mais qui a du goût. Notre pays a toujours tâtonné. Et on a été avec Boniaï. Lorsqu'on dit ça doit changer, ça peut changer, ça va changer, mais c'est un slogan qui nous a fait rêver. Mais après, progressivement, le même slogan a été détricoté sous, disons, la logique de paix, on enchaîne des actions et on recule. Du coup, au thème de la décennie AI, même si on peut sentir qu'il y a eu une sorte de déploiement d'énergie, les retards ont été maigres. Patrice Talon est advenu avec le projet du nouveau départ. Et il a eu une coalition de la rupture. Et dans cette coalition, il y avait un certain nombre de personnalités qui aujourd'hui se retrouvent dans l'UP ou dans le BR ou à côté de lui. Mais le chef de l'État, qui connaît bien le pays, qui connaît bien cet art, n'a pas eu le temps de théoriser pour subir déjà les affronts ou les marches, les grèves. Il est allé droit au but. Sous-préfecture, ça a été réglé. Et ainsi de suite. Beaucoup de problèmes sous-jacents ont été réglés et ces derniers temps. Alors, je m'en voudrais de vous laisser conclure cette émission sans quand même vous interroger sur la presse au Bénin. Agapit Napoléon Maforican, vous faites partie quand même des pionniers de la presse béninoise. Vous avez été ancien président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin, l'ancêtre de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Vous avez été à la HAC également. Est-ce que vous pensez que la presse se porte mieux sous le président Patrice Talon? Est-ce que vous pensez que la liberté de presse, elle est de mise sous Patrice Talon? La liberté de presse, vous savez, si je dois répondre à votre question, je vais prendre beaucoup de temps que nous n'avons pas. Alors, je vais me faire le court. Vous savez, la liberté de presse n'est pas une liberté qu'on vous donne. L'article 24 de notre Constitution dit que la liberté de presse est garantie. Elle est protégée par la haute autorité de la communication dans les conditions fixées par la loi organique. Et ça veut dire quoi, une liberté? La liberté, c'est le droit que vous avez d'aller et de venir, de dire ce que vous avez, d'appartenir à ci, d'appartenir à ça, donc de publier tout ce que vous voulez. Mais à charge à vous de répondre si vous tombez sur le coup de la loi. Voilà ce qu'on dit les textes. À charge à vous si vous tombez sous le coup de la loi. Là où c'est plus difficile, c'est qu'il faudrait que les médias aient les moyens de leur politique. Ce qui n'existe pas aujourd'hui. Ailleurs, c'est des grands groupes qui contrôlent les médias. Des groupes économiques, parce que c'est un produit économique. Après, la profession elle-même est noble, mais l'entreprise est un produit, donc elle doit produire de la richesse, de revenus. Ici en Afrique, au Bénin, le marché publicitaire est exigu. Et donc,
pour y accéder, il faut peut-être appartenir à une certaine proximité du pouvoir. Mais c'est notre marché. Et il fabrique également des produits qui sont façonnés par l'environnement et qui ne sont pas toujours des produits qui vendent de la qualité. C'est pour dire quoi? Que nos médias, a priori, sont libres. Après, celui qui met les moyens pour les créer, que ce soit l'individu ou l'entreprise, doit protéger ses intérêts. Ensuite, l'État doit préserver également la liberté. Donc, lorsque quelqu'un, au nom de la liberté, va s'en prendre aux intérêts des autres, d'un autre, il doit, c'est ça que je voulais dire, il doit pouvoir en répondre devant la loi. C'est lorsqu'on en répond devant la loi. Sa partition, selon vous, récemment, il y a eu la suppression du ministère de la Communication. Le chef de l'État a appelé d'ailleurs même sur votre chaîne pour expliquer, mais est-ce que cela a convaincu les professionnels des médias? C'est ça que je dis. Lorsque la personne tombe sur le coup de la loi, il faut bien qu'il soit en mesure d'en répondre. Parce que la liberté, ce n'est pas l'absence de responsabilité. Donc, est-ce que les médias sont libres? Est-ce que j'ai l'impression? Oui, ils sont libres. Ils n'ont pas les moyens de leur politique. Il y a le poids des pesanteurs. Il y a beaucoup d'autres. Il y a la qualité de l'entreprise. Il y a l'absence de modèle économique de l'entreprise de presse. Il y a beaucoup de questions à l'interne qui ne sont pas réglées et qui empêchent les médias de jouer leur rôle. C'est le seul secteur non impacté par le quinquennat. En tout cas, c'est l'un des rares secteurs non impactés par le premier quinquennat du président Talon. C'est quand même un problème. Alors que le président Talon avait, lors de son premier passage dans son projet de société en 2016, avait dit qu'il ferait des changements à la HAC. Il a tenté dans le projet de révision de la Constitution, ça n'a pas fonctionné. Donc, mais à l'interne, il y a un gros travail encore à faire. Est-ce que les médias, est-ce que les raisons données pour supprimer le ministère de la Communication convainquent les médias? Mais pourquoi ça va convaincre les médias? Ils ne sont pas, ce n'est pas eux qui doivent dire s'il faut créer un ministère ou pas. Le chef d'État est libre de créer un ministère. La Constitution est claire que le président de la République nomme les ministres, il fixe leurs attributions mais fait leur fonction. La Constitution n'a jamais dit que le président de la République doit créer un ministère X ou Y. Donc, les professionnels des médias n'ont pas à être convaincus ou à ne pas être convaincus. Ils ont à faire ce qu'ils doivent faire. Ils seront toujours interlocuteurs du point au niveau du gouvernement ou au niveau de la HAC. Donc, c'est après que la HAC fasse sa mue. C'est une bonne chose. Et qu'elle se rapproche des fêtiers, des associations professionnelles. Et qu'elle travaille avec elles pour pouvoir sortir peut-être un modus opératoire qui permet de traiter les cas de violence, de défis au cours de déontologie. Donc, ces cas-là, presque de manière uniforme, c'est-à-dire que la HAC qui est détenteur de pouvoir, donc de coercition, et l'ODEM qui est un tribunal des pairs plus accepté et donc plus légitimé. Je pense que c'est ce que nous avions appelé à l'époque la co-régulation. Et il me semble que face à la dérégulation du secteur, avec l'avènement du numérique et du Web 2.0, il n'y a que la co-régulation pour permettre une sorte de maîtrise aujourd'hui des flux, aussi bien par le biais donc des smartphones que par le réseau classique des médias auxquels nous sommes habitués. Je pense que le chef de l'État a lancé une révolution dans le secteur des médias en se libérant, en se séparant de ce ministère de la communication. C'est une manière de responsabiliser le plus la HAC, mais c'est une manière également de dire au secteur des médias, à l'entrepreneur de presse, aux professionnels des médias, de dire repensez votre profession, vous avez la main. Il appartient aux médias de reprendre la main et d'aller avec des propositions concrètes. Les problèmes sont connus, c'est les approches de solutions qu'il faut chercher. Et ça ne va pas être facile, comme je vous l'ai dit, avec l'avènement du Web 2.0, donc avec le numérique qui se développe à un rythme tel qu'il est question de s'asseoir et de se poser des questions sur le nouvel environnement des médias, sur le nouvel environnement des médias, quelle économie pour cet environnement. Déjà qu'on a déjà raté l'économie réelle des médias. Aujourd'hui, lorsque le marché publicitaire, qui est déjà trop exigu, lorsque vous n'avez pas la publicité de l'État, vous vous effondrez. Et vous voyez, les projets, ils crient, l'État, il n'y a pas de contrat. Mais un organe de presse ne peut pas vivre que de contrats. Il doit pouvoir vivre de beaucoup de choses. Donc, comme je vous l'ai dit, je dois me lancer dans ça. Je risque d'être très prolixe
un peu trop encore. Je pense qu'il est important plutôt que nous puissions, les projets des médias, les patrons, tous les secteurs, se retrouvent pour de larges réflexions. Et au regard de ça, sortir les points, les thématiques importantes, dégager les thématiques importantes et réfléchir sur l'avenir. Je pense qu'il y a encore, il y a une révolution dans le secteur qui est en cours, avec l'avènement des TNT, des RNT, la télévision numérique terrestre, les radios numériques terrestres. Quand tout ça va devenir réalité, je pense que vous allez voir que c'est un champ. Le secteur des médias aujourd'hui, presse, radio et télécommunications, ce secteur est en plein changement et il faudrait que les promoteurs, les spécialistes et les patrons, les professionnels des médias, il faudrait qu'ils se réveillent et qu'ils se retrouvent pour vraiment réfléchir sur l'avenir du secteur. Autrement, demain, elle risque de disparaître parce que chaque Béninois produira son information et le livrera gratuit sur le marché de la consommation. J'espère que nous n'arriverons pas là parce qu'il y a toujours de la place pour les médias classiques et il y a toujours de la place pour le professionnel des médias. Merci à vous, Agapite Napoléon Maforican, chers amis internautes. On retiendra entre autres de cette émission qu'à l'entame au sujet de la gifle du président Emmanuel Macron, notre invité a dit qu'il est surpris, mais ce n'est pas une première qu'un chef d'État français soit victime de pareils actes. Il condamne fermement cet acte et il dit que cela est symptomatique d'une société en crise. Cela ne peut se produire en Russie, en Turquie, en Grande-Bretagne, aux Émirats Arabes Unis, a dit notre invité au cours de cette émission. Il trouve que cela puise sa légitimité du dispositif sécuritaire qui avait été établi selon la circonstance. En ce qui concerne la cherté des denrées de première nécessité, notre invité trouve que cela est dû à la rareté des pluies, au réchauffement climatique, aux cérémonies du week-end qui sont intempestives dans Cotonou et environ, avec les services pour empêcher la pluie de pleuvoir. Au sujet de la Cour constitutionnelle qui a 3 ans sous l'égide du président Joseph Diogbenou, il a dit que la Cour constitutionnelle est encore plus digne que par le passé. Elle a été l'objet d'une révolution qui n'a pas été brutale. L'environnement a été assaini. Il parle du siège qui a été rénové. La Cour s'est repositionnée et il n'y a pas eu de conflit d'intérêts. Selon Joseph Diogbenou, avocat du président Patrice Talon, et la mission républicaine qui lui a été assignée. Pour Agapite Napoléon Maforican, Joseph Diogbenou est un homme de vision. Il a relevé le défi de l'efficacité. Il salue au passage les 7 sages de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le professeur Joseph Diogbenou et les 6 autres sages de la dite Cour. Au sujet des déclarations qui ont été mises par l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui approuve la gouvernance du président Patrice Talon, pour lui, l'ambassadeur n'arrive pas à contenir ses émotions face à tant d'efficacité en si peu de temps. Il a dit également que l'ambassadeur a salué l'hospitalité du peuple béninois. Nous sommes au début de la réforme du système partisan en ce qui concerne la création du parti RLC. Lorsqu'il a voulu aborder la question, pour lui, les anciennes habitudes existent et ont la peau dure. Des partis vont disparaître progressivement conformément aux législations en vigueur, a averti Agapite Napoléon Maforican au cours de cette émission. Pour lui, Ironie Agossa a eu le management pour conduire des mouvements estudiantins. Il a pu obtenir les parrainages au moment où sa formation politique était dans l'incapacité d'obtenir le parrainage. Il a pu participer à l'élection présidentielle malgré tout. Et donc pour lui, Ironie Agossa a le management nécessaire pour conduire une formation politique. Il approuve les réformes qui ont été mises en place pour restructurer la SONACOP et selon lui, c'est pour plus d'efficacité et d'efficience. En ce qui concerne le président Patrice Talon, Agapite Napoléon Maforican a dit qu'il est très admiratif du président Patrice Talon à cause du style qui est empreinte d'autorité, car Patrice Talon est un homme ferme, rigoureux, qui a du goût. Il ne théorise pas, il est pragmatique. Il a donné également au cours de cette émission, en fin d'émission, j'allais dire même, son opinion sur la liberté de la presse. Pour lui, la liberté de la presse existe sous le président Patrice Talon. Il faut que les médias aient les moyens de leur politique. Il y a le poids des pesanteurs qui font que cela n'est pas perceptible. Il y a l'absence de politique au sein des médias et l'absence de modèle également est en vogue au sein des médias. Le seul secteur qui n'a pas été impacté sur le premier quinquennat du président Patrice Talon, c'est le secteur des médias, a dit Agapite Napoléon Maforican au cours de cette émission. Le chef de l'État est libre de créer les ministères en ce qui concerne la suppression du ministère de la Communication.
pour lui, c'est une manière de responsabiliser davantage la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC. À la fin de l'émission, il invite les patrons de presse à se retrouver et à se réunir pour réfléchir ensemble sur l'avenir des médias. Sinon, dans les jours à venir, ça risque de disparaître et que chaque citoyen risque de produire son information pour lui-même. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos, Agapit Napoléon Mafoïka. Ouais, vous l'avez été, vous l'avez été globalement fidèle, juste quelques petites lectures par rapport à l'ambassadeur d'Allemagne quand même, oui, qu'il a été sidéré, mais peut-être qu'il faut que j'ajoute quand même que venant d'un pays comme l'Allemagne, ça ne peut pas surprendre. Vous savez, l'Allemagne ne s'est pas développée sans rigueur. L'Allemagne ne s'est pas développée quand vous connaissez son histoire entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale et comment l'Allemagne s'est développée de la Seconde Guerre mondiale où une guerre terminée en lambeaux où le pays s'est divisé en deux et aujourd'hui l'Allemagne qui est la première puissance économique de l'Europe, vous comprendrez que rien ne peut se faire sans des réformes qui sont dures. Et l'ambassadeur a dit les réformes là font graisser des dents. Mais que demain, c'est pour que demain soit meilleur. Globalement, c'est pour vous dire que oui, effectivement, il faudrait peut-être que les internautes comprennent un peu plus cette idée. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Vous avez fait un travail excellent. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafoïkan. Je rappelle que vous êtes journaliste et juriste de formation, ancien président de l'Union des journalistes de la presse privée du Bénin UJPB, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC, ancien rapporteur de l'autorité nationale de lutte contre la corruption ANLC, expert électoral, actuel directeur de ETélé et du groupe de presse Le Matinal qui comprend le quotidien Le Matinal et la radio OCFM. Merci à vous pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, chers amis internautes, pour l'attention. Bonne fête des pères à tous les papas qui nous suivent en ce moment et on se retrouve demain pour Free Matin. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur EZTV.